sommes dans le quartier Vienne. Ça vient de Evena, qui est un mot celte qui signifie la rivière. On a la Loire qui passe ici. Elle passait aussi facilement derrière. Lors de crues, on a le déversoir qui permet donc d'évacuer, donc de faire passer le niveau de l'eau lorsqu'il y a donc des crues. Voilà. Donc ici, on se trouve un peu sur une île, au carrefour entre les routes d'Orléans-Tours et Chartres et Bourges. Donc c'était un quartier dans lequel il y avait beaucoup d'activités. Il fallait débarquer les bateaux qui arrivaient, prendre en charge les voyageurs. Il y avait une trentaine d'aubergistes dans le quartier, une cinquantaine de commerces de bouche, bouchers, charcutiers. Il y avait une vingtaine d'artisans qui travaillaient autour du cheval, des maréchaux ferrants, selliers, etc. Donc une vie extrêmement active dans le quartier. Et puis il y avait des maraîchers, des gens qui cultivaient la terre. On a eu une terre d'alluvion, donc qui favorise la culture des légumes, et des marailleurs, donc des pêcheurs de Loire, donc des gens de petites conditions qui vivaient ensemble et qui s'entraidaient énormément. Il y avait beaucoup de confréries. On a le reste d'un banc d'œuvre. Les bancs d'œuvre servaient donc à prendre des décisions concernant la gestion du quartier. Il n'y avait pas à ce moment-là les institutions telles que la mairie, etc. Donc le curé sonnait la cloche pour appeler donc à une réunion qui permettait donc de décider en fonction des besoins donc des professionnels et du quartier. Et on est à quelle époque, là C'est le Moyen-Âge. Alors, on a retrouvé ici des traces de vie il y a 2000 ans, juste à côté de Lettres. Il y avait des habitations, il y avait un temple, on ne sait pas à qui ce temple était dédié, c'était un temple gallo-romain. Et il y a même des habitations apparemment qui remonteraient à 9000 ans. Donc, une vie relativement ancienne. On s'entraidait énormément, il y avait des confréries. Lorsqu'on avait besoin, eh bien, on s'épaulait, ce qui n'existe plus beaucoup de nos jours, hélas. Voilà. Et on reviendra, il y avait la confrérie des agonisants, par exemple, qui aidait les personnes seules à vivre leurs derniers instants, à organiser la célébration d'inhumation et procéder ensuite à l'inhumation qui pouvait se faire dans l'être en face de la rue, soit sur la place de l'église. Vers le XIIIe, XIVe peut-être, donc des marailleurs auraient pris dans leur filet une statue de la Vierge Marie qu'ils sont venus déposer dans l'église. Et à partir de ce moment-là, est née une vénération particulière à la Vierge Marie, qu'on a appelée Notre-Dame des Aides. Aides, qu'on écrit toujours A-Y-D-E-S, qui est l'ancien français, puisque le I n'est apparu qu'au XVIe siècle. Donc on venait demander l'aide de la bonne dame de Vienne. Et donc cette vénération s'est amplifiée au cours des temps, au point que lorsque Louis XII s'installe au château de Blois avec Anne de Bretagne, Anne de Bretagne donc s'intéresse à la vénération à Notre-Dame des Aides et souhaite donner à cet édifice un faste beaucoup plus important. Et elle décide donc de refaire toute la façade de l'église et d'augmenter la hauteur de la voûte. C'est pour ça qu'on a une voûte à 2 niveaux, qu'on doit donc à Anne de Bretagne, puisque le 9 janvier 1514, elle a la mauvaise idée de décéder au château de Blois, et donc les travaux se sont arrêtés. Initialement, au Xe siècle, il y avait une chapelle qui s'appelait Saint-Antoine-des-Bois, et avec une charpente en bois, donc qui a été incendiée par les protestants en 1568,
puisque la ville donc était protégée par des remparts, mais ici on est complètement hors de la ville. On était dissocié de la ville. On a été rattaché à Blois que sous Henri IV. Donc on avait un seigneur des lieux qui a décidé d'échanger les terres qu'il avait ici avec des terres de Soie-en-Sologne, Gy, etc., ce qui lui a permis de s'ériger en comté. Voilà, et c'est à ce moment-là que nous sommes devenus complètement blésois. Donc après Louis XII, on a François Ier qui lui succède au château de Blois, mais c'est la période également où on va avoir les différentes guerres de religion, la montée du protestantisme. Donc comme je le disais, 1568, donc incendie de l'église par les protestants, et 10 ans plus tard, grâce à l'action des gens du quartier, donc on va pouvoir reconstruire 3 arches, c'est le cartouche que l'on a ici, 1578, 3 arches ont été reconstruites, et on voit que dans les donateurs, il devait y avoir des vignerons, puisqu'on voit qu'on a donc cette grappe du raisin. Ensuite, c'est Henri II qui va succéder à François Ier, et on est toujours au château de Blois, Henri II, avec Catherine de Médicis. Mais Catherine de Médicis, c'est une femme peut-être pas très heureuse. Le roi a une favorite qui est Diane de Poitiers. Et on a toujours cette montée du protestantisme. Henri II va vouloir épater sa favorite en participant à un tournoi où la lance va se casser et se planter dans l'œil. Donc il en décédera. Son fils François II va lui succéder. Il va régner 1 an et demi seulement, mais là encore, les protestants envisagent d'enlever littéralement le roi au château de Blois et on va le placer au château d'Amboise, qui va être plus facile à défendre. On pardonne un petit peu aux protestants, sachant que le mouvement s'amplifie et à un moment donné, il y aura une sanction sévère. Ce sera la conjuration d'Amboise où les protestants vont se balancer au balcon du château d'Amboise. Au bout d'1 an et demi, il décède, il est remplacé par son frère Charles IX, et avec Charles IX, on va connaître donc la Saint-Barthélemy. Par contre, Catherine de Médicis, elle voue toujours ce culte à Notre-Dame des aides. Quand on a un souci, on vient demander toujours l'aide de la bonne dame de Vienne. La Saint-Barthélemy, et après Charles IX, donc ce sera Henri III, mais on est toujours avec les mêmes problèmes, et 23 décembre 1588, c'est l'assassinat du duc de Guise. Mourante, Catherine de Médicis souhaitera que ses entrailles soient installées dans l'autel de Notre-Dame des Aides. Je ne sais pas si ça a été fait ou pas. Elle avait fait don d'un Christ grandeur nature, d'un ostensoir en or, de vêtements liturgiques de grande valeur. Hélas, tout ça va disparaître et va être saccagé à la Révolution. On aura après, donc on peut s'approcher donc de la chapelle Notre-Dame des Aides. Blois va être en proie à des épidémies de choléra, à des famines et en 1631, une importante épidémie de peste. 15 000 Blésois vont perdre la vie pendant cette épidémie et on se tourne une nouvelle fois vers Notre-Dame des Aides.